A possible breakthrough on U.S. trade relations with China. Today, Treasury Secretary Scott Bessent says the U.S. has reached a substantial framework of a trade deal with China, which would avoid the U.S. imposing an additional 100% tariff on Chinese imports. The development comes as President Trump is in the midst of a 5-day high-stakes diplomatic trip to Asia aimed at easing trade tensions with Beijing. Certaines mesures institutionnelles ne signalent pas seulement un changement de direction, mais exposent clairement ce qui était déjà en train de se reconfigurer en interne. Au début de la deuxième quinzaine de décembre 2025, des rapports de la Commission du commerce international des États-Unis ont été transmis à des membres clés de la Commission des relations étrangères de la Chambre des représentants décrivant des changements dans les routes commerciales avec l'Asie. À première vue, le contenu technique des documents semblait être un simple rapport bureaucratique parmi tant d'autres sur les ajustements des chaînes d'approvisionnement. Mais en croisant ces informations avec des mises à jour non officielles du sous-secrétariat à l'agriculture et avec les registres d'expédition vérifiés par les agences douanières, il est apparu clairement que quelque chose d'inattendu était en cours. Les importations chinoises de matières premières nord-américaines avaient subi un ralentissement brutal, sans aucune communication préalable entre les ministères des Affaires étrangères, ni note officielle dans les canaux multilatéraux. Il ne s'agissait pas seulement d'une réduction ponctuelle, c'était le signe d'une réorganisation stratégique. L'interprétation institutionnelle initiale a tenté d'attribuer ce mouvement à des facteurs saisonniers ou à une réallocation temporaire de la demande. Mais les données de suivi des conteneurs, analysées par des opérateurs logistiques indépendants, montraient une constance dans le détournement des cargaisons vers des ports alternatifs en Amérique du Sud et dans des zones franches d'Asie du Sud-Est. À partir de là, ce qui semblait être une fluctuation dans la marge acceptable a été considéré par certains secteurs du département d'État comme un possible signe de recul structurel de la Chine par rapport à ses engagements bilatéraux antérieurs. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Le signe le plus explicite que cet épisode dépassait la sphère commerciale est apparu quelques jours plus tard, lorsque le Bureau de représentation commerciale des États-Unis a suspendu unilatéralement la 3e série de consultations sur l'assouplissement tarifaire avec les autorités de Pékin. Cette décision n'a été accompagnée ni d'une conférence de presse, ni d'une déclaration officielle de la Maison-Blanche, mais elle a été consignée dans un bulletin interne circulant entre les missions diplomatiques. Le texte mentionnait une grave incohérence opérationnelle de la part du partenaire asiatique, sans utiliser les termes rupture, mais mettant fin, dans la pratique, à un cycle qui avait été présenté au public comme une étape de normalisation après le conflit tarifaire. Dans le même temps, des analyses internes du département de l'énergie ont révélé des retards importants dans la libération de composants stratégiques pour le secteur des batteries avancées. Précisément les mêmes éléments qui avaient été cités comme faisant l'objet d'une flexibilisation dans les négociations menées quelques mois auparavant. Bien qu'aucune sanction ou blocage formel n'ait été mis en place, les entreprises américaines ont de nouveau fait état de difficultés d'homologation et d'absence de réponse de la part des organismes de réglementation chinois. L'hypothèse d'une riposte a commencé à circuler dans les milieux institutionnels sensibles sans qu'aucune autorité ne confirme officiellement ce diagnostic. L'absence de réponse publique de la part de la Chine, même face à la suspension des consultations et aux difficultés signalées par les entreprises américaines, n'a pas été interprétée uniquement comme une stratégie diplomatique de contention. Les analystes liés au Centre de recherche sur le commerce international ont considéré ce silence comme un geste délibéré de repositionnement. L'interprétation dominante parmi les observateurs techniques était que Pékin avait choisi de signaler son insatisfaction institutionnelle sans recourir à des confrontations directes, mais avec des mesures suffisamment perceptibles pour redessiner les dynamiques d'interdépendance. Dans le domaine agricole, les conséquences sont également devenues visibles.
Les bourses à terme de Chicago ont commencé à enregistrer des mouvements atypiques dans les contrats de soja et de maïs, avec une baisse des prévisions d'exportation et un ralentissement dans la signature de nouveaux contrats avec expédition jusqu'au deuxième trimestre 2026. Les représentants du secteur agro-industriel ont signalé une réduction soudaine des demandes de renseignements de la part des traders chinois, accompagnée d'une augmentation de la demande pour des marchés alternatifs. La simultanéité de ces mouvements indiquait qu'il ne s'agissait pas d'un réajustement spontané du marché, mais d'un processus coordonné. Lors d'audiences réservées au Sénat, tenues à huis clos la semaine dernière, avant la pause législative, les membres de la Commission des finances ont été informés que le gouvernement envisageait l'adoption de nouvelles mesures de sauvegarde commerciale. Aucune mesure n'a été annoncée publiquement, mais le fait que le sujet soit revenu à l'ordre du jour de manière non protocolaire, sans calendrier clair et avec une inquiétude visible dans les rapports en coulisses, démontrait que la situation était considérée comme institutionnellement instable. Cette instabilité, toutefois, ne se manifestait pas de manière bruyante. Il n'y avait pas de déclarations enflammées, de menaces de sanctions ou de ruptures déclarées. Ce qui émergeait était une réorganisation tactique, marquée par des absences, des changements de cap, des décisions administratives qui évitaient la confrontation directe, mais qui modifiaient la configuration de la relation bilatérale. La rupture avec la norme résidait précisément là, dans les omissions qui, combinées, révélaient une action coordonnée visant à redessiner l'axe de dépendance, sans assumer le coût politique d'une rupture formelle. C'est précisément ce type de changement institutionnel qui tend à passer inaperçu du grand public, mais qui, lorsqu'il est analysé dans son ensemble, révèle les signes avant-coureurs d'une transition stratégique. L'intérêt de ce canal est de suivre, avec rigueur et en contexte, des événements qui ne font pas la une des journaux, mais qui façonnent les prochains cycles de décision. C'est dans ce contexte que les organismes spécialisés ont commencé à examiner plus attentivement les termes techniques des accords conclus entre les deux pays au cours des 2 années précédentes. L'idée selon laquelle les engagements avaient généré un cycle de confiance renouvelé a été remplacée au sein des agences de contrôle par la perception que les dispositifs signés comportaient de larges marges d'interprétation, permettant des réactions asymétriques sans rupture formelle du protocole. L'un des exemples les plus souvent cités dans les rapports internes est l'annexe qui traite de la facilitation de l'accès aux intrants minéraux critiques. Selon les analystes de l'Agence de sécurité industrielle, la formulation permet des suspensions pour raison de restructuration logistique, une expression générique qui, dans la pratique, n'impose aucune transparence quant à la motivation réelle du retard ou de la suspension. À partir de là, l'action du département du commerce a commencé à s'articuler plus étroitement avec la commission de surveillance technologique, notamment en ce qui concerne l'impact de la rétention de certains composants sur les chaînes de production liées à la sécurité nationale. Bien que la gestion de l'approvisionnement en semi-conducteurs et en métaux stratégiques implique plusieurs juridictions, le recoupement des données entre les différentes instances a révélé qu'au cours des 3 derniers cycles trimestriels, il y a eu une baisse cumulée de 12% des délais moyens de libération par les autorités chinoises. Ce chiffre, pris isolément, pourrait être considéré comme acceptable. Mais ce qui a attiré l'attention des techniciens, c'est le caractère sélectif du ralentissement. Les retards concernaient principalement des articles classés comme à double usage, c'est-à-dire des produits ayant une application civile et militaire. Cette convergence aide à comprendre pourquoi le Conseil national de sécurité a recommandé, dans un mémorandum confidentiel, la révision immédiate des exceptions accordées unilatéralement en avril de la même année. À l'époque, le gouvernement américain avait assoupli les règles d'inspection douanière et accordé des exemptions temporaires pour certaines importations en signe de confiance dans le processus de rétablissement des relations diplomatiques. La recommandation récente ne révoque pas la décision précédente, mais souligne la possibilité d'un revirement si la situation reste inchangée. Le ton du document est technique et prudent, mais il indique clairement que la perception interne a changé.
Parallèlement, le ministère de l'Agriculture a mené une enquête sur les volumes effectifs d'exportation de céréales vers la Chine au second semestre. Le rapport final, qui a été gardé confidentiel jusqu'à la consolidation des données par le fisc fédéral, a indiqué que le volume effectivement reçu par les ports chinois représentait un peu plus de la moitié de ce qui avait été annoncé publiquement après le dernier cycle de négociations commerciales. L'écart entre la promesse et l'exécution a été qualifié d'incompatible avec les paramètres de bonne foi dans les négociations. Même si ce terme n'a pas de valeur juridique immédiate, son inclusion renforce l'évaluation selon laquelle les engagements sont réinterprétés de manière unilatérale. Le secteur privé a également réagi. 3 des principales associations industrielles des États-Unis ont envoyé des lettres officielles aux commissions du Congrès pour demander une réévaluation de l'exposition logistique dans certains segments considérés comme stratégiques. Bien qu'aucune de ces déclarations ne demande de mesures protectionnistes directes, elles convergent toutes vers une mise en garde contre la dépendance excessive à l'égard de canaux qui, même s'ils sont officiellement ouverts, sont devenus vulnérables à des variations opérationnelles arbitraires. L'un des cas les plus cités concerne la fourniture d'alliages métalliques spéciaux pour la fabrication de turbines et de batteries à haute densité. Les entreprises ont signalé des retards répétés dans la libération de l'eau déjà payée, avec des justifications administratives incohérentes et aucune prévision de régularisation. En coulisses, la nouvelle configuration a même commencé à influencer le discours des secteurs traditionnellement favorables au maintien d'une position conciliante avec la Chine. Lors de réunions avec des représentants du département du Trésor, les conseillers de grands fonds d'investissement ont commencé à suggérer une diversification prudente des expositions industrielles, invoquant non seulement les risques commerciaux, mais aussi les répercussions réglementaires possibles à moyen terme. Ce changement de ton a été remarqué avec attention par les interlocuteurs politiques, car il reflète une réflexion plus large sur les coûts institutionnels liés au maintien d'une illusion de stabilité dans des contextes qui, en réalité, fonctionnent déjà sous tension. Cette perception a également influencé la position des consortiums agricoles multinationaux. Même avec des contrats en vigueur, certaines entreprises ont discrètement commencé à négocier des alternatives logistiques via des corridors latino-américains et africains, cherchant à réduire leur dépendance vis-à-vis des expéditions destinées exclusivement au marché asiatique. Ce mouvement indique que la reconfiguration stratégique est entreprise de manière préventive par des acteurs qui jusqu'alors misaient sur la continuité du cycle de rapprochement. Au cours des premières semaines de janvier, le Congrès américain a reçu de nouveaux signaux du corps diplomatique indiquant que toute tentative de reprise des accords précédents dépendrait de garanties supplémentaires de la part de la Chine. La forme de ces garanties n'a pas été précisée, mais le simple fait qu'elles aient été mentionnées rompt avec la logique de réciprocité qui avait guidé les dernières négociations. Selon un conseiller législatif impliqué dans les discussions, il s'agit d'un signe clair que Washington a commencé à opérer en partant du principe que le cycle précédent ne peut être repris sur les mêmes bases. C'est dans ce type de transition, résultant davantage de reculs opérationnels que de décrets explicites, que se dessinent les prochains conflits institutionnels. C'est pourquoi un suivi attentif et continu des données, des réactions et des coulisses est indispensable pour comprendre la portée réelle de ce qui est en jeu. La chaîne se consacre précisément à offrir ce type d'analyse, en reliant des événements discrets à des tendances plus larges qui s'imposent souvent sans préavis. Il existe différentes interprétations quant à la portée institutionnelle des récentes mesures observées. Certains spécialistes du droit commercial international estiment que les initiatives de la Chine ne constituent pas une violation directe des accords existants, mais plutôt une réinterprétation stratégique dans les limites autorisées par les instruments juridiques eux-mêmes. Dans cette perspective, le pays a conservé une marge de manœuvre tout au long des négociations, permettant des ajustements tactiques sans rompre formellement les engagements pris précédemment. Les dispositifs juridiques applicables établissent des engagements d'intention et non des obligations d'exécution immédiate, ce qui rend complexe toute allégation objective de non-respect.
Selon cette analyse, le retrait actuel du pays asiatique serait davantage une réponse à des facteurs externes qu'un acte délibéré de violation des accords. En revanche, une autre interprétation considère que le scénario a déjà dépassé les limites acceptables de prévisibilité institutionnelle. Les analystes économiques et les chercheurs des centres spécialisés soulignent que la répétition de mesures non communiquées, l'absence de justification publique et le manque de transparence réglementaire sapent la confiance mutuelle. Cette approche ne préconise pas de sanctions ou de mesures de rétorsion immédiate, mais soutient que le modèle observé ne peut plus être considéré comme relevant de la logique des ajustements techniques. Pour ces analystes, la mise en œuvre silencieuse et sélective des décisions met en évidence une nouvelle vulnérabilité, la dépendance à l'égard de flux qui continuent de fonctionner, mais selon des règles instables et dans un contexte d'incertitude institutionnelle. Le débat porte également sur les effets systémiques de cette attitude. Les représentants du secteur technologique soulignent que, même en l'absence de sanctions explicites, des retards de plusieurs semaines dans le traitement de certains produits modifient déjà le comportement des chaînes de production. La prévisibilité est un élément central de la logique économique et son érosion, même sans communication formelle, produit des effets équivalents à des restrictions réelles. Cette perspective est étayée par des documents internes de consortiums industriels qui ont commencé à classer les fournisseurs comme situés dans un environnement à risque réglementaire, même avec des contrats valides. Sur le plan diplomatique, certains observateurs interprètent la position chinoise comme un repositionnement international sophistiqué, sans nécessité de confrontation directe. Selon cette hypothèse, Pékin agit par gradient de pression, ajustant les flux et les réponses en fonction de facteurs externes sans prendre d'engagement rigide. Cette stratégie unilatérale et flexible permet à la Chine de garder le contrôle sur des secteurs stratégiques sans générer de tensions visibles dans les forums multilatéraux. Des diplomates expérimentés décrivent cette approche comme un lien conditionnel, dans lequel le respect des accords dépend de variables externes aux documents signés. Il n'y a pas encore de consensus sur la réponse appropriée des États-Unis. Des pressions internes plaident en faveur d'une révision des clauses de réciprocité, y compris en utilisant les mécanismes de sauvegarde prévus dans les traités antérieurs. D'autre part, les avertissements contre les réponses précipitées indiquent que des actions irréfléchies pourraient intensifier l'éloignement stratégique sans produire de résultats concrets. Parmi les parlementaires les plus prudents, l'orientation dominante est d'attendre les prochains mouvements chinois avant de modifier unilatéralement l'architecture actuelle. La prudence n'empêche toutefois pas d'évaluer des alternatives, notamment le renforcement des alliances logistiques avec les pays d'Amérique du Sud et les blocs de l'Indo-Pacifique. Ce qui se confirme, c'est la perception que la phase actuelle ne peut être comprise uniquement comme une transition conjoncturelle. L'espoir que le temps résoudrait les frictions résiduelles entre les deux pays s'estompe parmi les techniciens et les décideurs institutionnels. Le degré de coordination entre des secteurs qui opéraient auparavant de manière indépendante, commerce, technologie et agriculture, suggère que la reconfiguration en cours est plus profonde qu'il n'y paraît. Même sans déclaration formelle de changement de statut, c'est le modèle d'interdépendance construit au cours des dernières décennies qui est mis à l'épreuve. Des documents récents montrent que des réunions interinstitutionnelles ont abordé des scénarios à moyen terme dans lesquels les flux commerciaux avec la Chine sont reclassés selon une logique de risque asymétrique. Bien qu'elle soit encore préliminaire et sans mesures immédiates, cette approche montre que le système américain a commencé à prendre en compte différents niveaux d'exposition en calibrant les règles internes en fonction du comportement du partenaire extérieur. Ce mouvement a des répercussions sur les décisions gouvernementales, les investissements privés, les contrats à long terme et la réorganisation des pôles industriels. Les analystes des instituts d'évaluation géoéconomique souligne que la tendance au reconditionnement des relations commerciales dépasse le cadre des relations entre la Chine et les États-Unis. On observe un mouvement plus large de réorganisation des flux basé sur la fiabilité institutionnelle et pas seulement sur l'avantage comparatif. Dans ce nouveau modèle,
la valeur stratégique des fournisseurs sera évaluée non seulement en fonction du coût ou de l'efficacité, mais aussi en fonction de la stabilité normative et de la prévisibilité du comportement dans des situations de stress. Le système reste en réaction. Les institutions américaines ont encore la possibilité d'ajuster leurs réponses, mais l'intervalle entre le diagnostic et l'action peut être déterminant pour consolider ou inverser les modèles de dépendance. L'enjeu n'est pas seulement le respect des accords antérieurs, mais aussi la configuration future des relations commerciales dans un monde où les liens formels ne garantissent pas automatiquement la stabilité. Pour suivre en profondeur ces transformations, souvent perceptibles d'abord par des signes discrets, il est essentiel de maintenir une analyse continue et une couverture éditoriale détaillée. C'est l'engagement que nous prenons dans cet espace.